Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Contre un don, vous pouvez recevoir, grâce à nos partenaires éditeurs, un livre de votre choix. Alors, ces initiales en runes sont sur les téléphones mobiles du monde entier, des initiales qui sont ainsi devenues aujourd'hui un logo, faisant désormais partie de notre quotidien. Et pourtant, peu savent que ce logo, qui indique l'usage de la technologie du Bluetooth, renvoie au premier roi chrétien danois, Harald à la dent bleue. Nous sommes à la charnière des 10e et 11e siècles, nous sommes au temps des Vikings. Alors qui était Harald? Pourquoi s'est-il converti? Quelles sont les conséquences politiques de cette conversion? Assiste-t-on à ce que nous appellerions une occidentalisation du pouvoir scandinave? Que nous dit aussi, et enfin, la fameuse pierre de Jelling? C'est ce que nous allons voir avec Lucie Malbos. Lucie Malbos, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, ancienne élève de l'école normale sup, agrégé docteur en histoire, et vous êtes actuellement maître de conférence à l'université de Poitiers. Vous venez de publier un remarquable Harald à la dent bleue, viking roi chrétien, un ouvrage paru chez Passé Composé, un remarquable mais aussi un inédit, puisqu'étrangement aucun livre n'existait sur ce personnage pourtant absolument essentiel de l'histoire. Oui, en effet, c'est la première biographie de ce souverain important qui existe en français, mais c'est même la première qui existe dans toutes les langues, j'ai envie de dire, puisqu'il n'y a pas l'équivalent en anglais, il n'y a pas non plus l'équivalent en danois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque Harald est danois. Donc c'est la première, probablement peut-être en raison de la difficulté du sujet, mais on y reviendra probablement un petit peu plus tard. On peut vous promettre des traductions alors? Ah, ça ne dépend pas de moi. Mais les collègues danois aimeraient bien. Alors c'est un ouvrage, et on le sent bien dans votre démarche, dans votre texte, que vous avez vraiment véritablement, pardonnez-moi l'expression, mais mâché, vraiment travaillé dans le fond. Vous avez eu le temps, parce que c'est aussi un ouvrage, comme l'on dit dans notre jargon, notre ouvrage Covid. Oui, effectivement, c'est mon ouvrage Covid. Je le rappelle dans l'avant-propos, justement parce que c'est un contexte de production un peu particulier. En fait, c'est un ouvrage qui a été commencé avant le Covid, ce qui m'avait permis de commencer à accumuler un peu la matière aussi, accessoirement. Et quand on a tous été coincés, j'avais à peu près ce qu'il fallait pour avancer, pour rédiger. Ça m'a permis de bien avancer, de trop avancer d'ailleurs, puisque quand j'ai sonné à la porte de Passé Composé, le manuscrit était beaucoup trop gros et on m'a dit que c'était très bien, mais qu'il allait falloir retravailler et couper. Alors, il est très accessible, même s'il s'agit du premier ouvrage sur ce personnage. On est surpris de voir la pauvreté des sources, en dépit, encore une fois, de l'importance de ce personnage. Oui, et je pense que c'est une des explications à l'absence de biographie jusqu'à présent, c'est qu'il faut aller ramasser des petits morceaux éparpillés à droite et à gauche dans différents textes, mais il ne faut pas se contenter des textes. On est obligé de croiser avec d'autres sources, notamment des sources archéologiques, des runes aussi. Vous avez mentionné rapidement la pierre de Jelling, et donc tout ça nécessite aussi du temps et puis un certain nombre de compétences. Donc moi, je suis historienne des textes, donc je me suis penchée sur les textes, mais j'ai aussi, de par ma formation, ma thèse, quelques connaissances en archéologie, et c'est vrai que ça m'a facilité la tâche pour jongler en quelque sorte entre les textes et l'archéologie, des textes qui sont par ailleurs soit en latin, soit en norrois, donc la langue des anciens scandinaves. Donc il faut aussi jongler entre les langues, ce qui n'est pas toujours évident. Ce problème de source est propre au monde scandinave?
Oui, alors c'est pas spécifique à Harald. Effectivement, c'est un problème qui se pose de façon beaucoup plus générale dès lors qu'on veut étudier les Vikings, pour ne pas les nommer, donc ou les anciens Scandinaves. Il faut savoir que la Scandinavie n'entre vraiment dans le monde de l'écrit qu'avec précisément la christianisation, donc à partir du second millénaire. À tel point d'ailleurs que quand vous allez dans un musée en Scandinavie, la période viking est classée dans la préhistoire, puisque l'écriture n'arrive qu'un petit peu plus tard. C'est pas complètement vrai puisqu'il y a des runes. Mais... Alors, c'est ce qu'il y a vraiment de fascinant. J'ai reçu à ce micro Bruno Dumézil, que vous connaissez très bien, sur le baptême de Clovis. Et là, en fait, on a un peu l'équivalent, mais sauf que c'est un peu plus honneur, mais c'est surtout 5 siècles après. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que on est dans ce 10e siècle, à la charnière du 10e et du 11e. Pourtant, on a l'impression, en termes de sources, d'être au 5e siècle ou au 6e. Oui, effectivement, et avec le même problème de décalage chronologique qu'on peut avoir avec le récit par Grégoire de Tours du baptême de Clovis. Grégoire de Tours n'a pas assisté au baptême de Clovis. La plupart des auteurs qui nous racontent le baptême de Harald n'y ont pas assisté non plus. Et donc, il y a plusieurs générations qui se sont écoulées, une partie de la mémoire qui s'est perdue. Et finalement, la principale source qu'on ait de ces événements, eh bien, c'est Harald lui-même qui nous l'a laissé, qui l'a fait graver dans le granit à Jelling, dans sa grande pierre monumentale. Mais pour le reste, il faut aller rassembler, piocher des informations qui se trouvent chez Adam de Brême, chez Saxo Grammaticus. Il faut aller piocher un petit peu dans les sagas, avec toute la difficulté que comporte l'interprétation et l'utilisation des sagas par les historiens. Et donc c'est tout ça aussi qui rend cette matière si difficile à traiter, mais qui la rend aussi si fascinante, avec la difficulté qu'il y a à dégager l'histoire de la légende qui commence déjà à se construire en fait au XIIe ou au XIIIe siècle, plusieurs siècles après la disparition de Harald. J'ai beaucoup aimé votre livre parce que vous montrez aussi une démarche, une grande humilité. C'est-à-dire que l'historien se doit d'être humble en face de son sujet. Il y a des zones d'ombre qui resteront des zones d'ombre. C'est très difficile de démêler le vrai du faux, de démêler l'histoire des représentations. Oui, et c'est ce que je dis dès l'introduction et ce que j'essaye de montrer, j'espère avoir réussi à le montrer dans le livre, c'est que finalement, démêler le vrai du faux, c'est pas nécessairement le plus intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas forcément ce que je trouve le plus intéressant. Il y a des constructions, des reconstructions et toutes ces questions de représentation, je les trouve aussi très intéressantes. Et effectivement, se demander si le baptême de Harald a bien eu lieu de la façon qui nous est relatée par les auteurs plusieurs siècles plus tard, c'est une question. Après, se demander pourquoi il raconte ce baptême de cette façon 2 siècles ou 3 siècles plus tard, c'en est une autre, et je la trouve tout aussi intéressante. Alors, nous n'allons pas faire davantage attendre nos auditeurs. Pourquoi Harald a la dent bleue? D'où vient cette histoire de dent bleue? Alors effectivement, comme vous dites, moi non plus, je fais pas trop attendre les lecteurs. J'y reviens dès l'introduction, parce qu'en fait, j'évacue aussi la question dès l'introduction. J'ai pas de quoi faire un livre sur cette histoire de nom. C'est une question qui revient effectivement très souvent. C'est une question compliquée parce qu'effectivement on se base sur un terme qui apparaît dans les sources, qu'on a du mal à traduire et à identifier, alors qu'on a eu tendance à traduire traditionnellement par la dent bleue. Alors pourquoi une dent bleue? Alors il y a eu plusieurs interprétations, j'y reviens justement dans l'introduction, une dent gâtée, une dent colorée peut-être, une dent peinte. Et j'essaie de dépasser cela et de montrer qu'il y a aussi d'autres voies qui sont peut-être possibles, d'autres interprétations. Peut-être qu'il n'y avait pas de dent. Peut-être que c'est une mauvaise interprétation d'un terme, une mauvaise traduction. Donc peut-être qu'il n'est pas question de dent du tout. Et puis finalement, j'ai envie de dire, c'est pas très important. C'est forcément l'aspect qui capte un petit peu l'attention du lecteur pour entrer dans le personnage, mais ça n'est pas très important pour la simple et bonne raison que Harald, et ça c'est par contre une certitude, n'a jamais été surnommé à la dent bleue de son vivant. Il n'y a aucun de ses contemporains qui l'ait appelé ainsi. C'est pas spécifique à Harald, j'ai envie de dire. La plupart des souverains qui ont des prénoms, qui ont des surnoms, les ont plus tard. Charlemagne, Carolus Magnus, c'est un surnom qui lui est donné après sa mort aussi. Donc c'est un processus assez courant. Et en fait, la première mention qu'on ait dans un texte de ce surnom qu'on a du mal à interpréter, c'est seulement au XIIe siècle.
Donc on est 2 siècles plus tard. Donc Harald, de son vivant, par ses contemporains, il était très vraisemblablement appelé, selon la tradition scandinave, Harald Gormson, c'est-à-dire Harald le fils de Gorm, puisque son père s'appelait Gorm. Est-ce qu'on a une représentation ou des représentations d'Harald ? Alors là aussi, j'évacue le problème rapidement dès l'introduction. Quand vous regardez sur Wikipédia la page de Harald, il y a une superbe fresque en couleur qui sort, qui date du XVIe siècle. Donc Harald est habillé à la mode du XVIe siècle. Ça n'a bien entendu rien à voir avec ce à quoi pouvait ressembler Harald à l'époque. Et donc, pour répondre à la question, non. D'où la couverture aussi choisie par Passé Composé. On n'a pas de représentation de Harald qui date de l'époque de Harald, donc on a pris le parti d'aller chercher toute autre chose. C'est une représentation qui n'est pas Harald, qui n'est même pas de l'époque de Harald sur la couverture. On ne sait pas à quoi pouvait ressembler Harald au Xe siècle, mais là aussi, c'est pas spécifique à Harald. Ça vaut pour beaucoup de personnages, en fait. Alors, pourquoi le Bluetooth ? Comment le Bluetooth est arrivé sur tous nos smartphones ? Alors, ça n'est pas Harald qui a inventé le Bluetooth. On lit parfois que Harald est l'inventeur du Bluetooth. Non. C'est un raccourci un petit peu rapide. Alors, pourquoi le Bluetooth ? Parce qu'en fait, les ingénieurs qui travaillaient sur cette nouvelle technologie voulaient un nom qui rassemble. Il y avait plusieurs entreprises qui étaient sur l'affaire. Il leur fallait un nom unique. Et visiblement, un des ingénieurs était plongé dans des lectures vikings et ce roi avait retenu son attention parce qu'effectivement, c'est un roi qui connecte par certains aspects. Sur le plan politique. Qui connecte sur le plan politique, sur le plan économique aussi, qui connecte différents ensembles, qui étend son influence sur une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Norvège, sur une partie de ce qu'on appelle aussi la Suède, qui a des relations aussi avec le Sud, donc le Sud-Est, le monde slave, le Sud-Ouest, la Germanie et même l'Angleterre. Et donc effectivement, ça paraissait assez approprié pour désigner cette technologie qui vise aussi à connecter. Et de fait, les ingénieurs ont récupéré les 2 runes qui renvoient au H de Harald. Donc c'est effectivement la rune qui est présente sur la pierre de Yelling pour le H, mais ils ont aussi repris ce B pour le Bluetooth qui ne renvoie à rien de l'époque de Harald, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un surnom qui est beaucoup plus tardif. Et de même, on est resté focalisé sur cette couleur qui est associée à Harald, le bleu, et donc le logo du Bluetooth est bleu. C'est sur fond bleu. Alors, Harald fait partie d'une dynastie, la dynastie des Yelling. Quelle est l'origine de cette dynastie ? Alors là, ça devient très compliqué parce que les sources qui sont déjà pas très loquaces concernant Harald le sont encore moins sur les origines de cette dynastie. Cette dynastie, elle commence pas avec Harald, elle commence avec le père de Harald. Quand on fait l'arbre généalogique de la dynastie de Yelling, le premier, c'est un dénommé Gorm, dont on n'a pas beaucoup d'informations. On ne sait pas très bien, on a très peu de détails en fait sur ce personnage. Et finalement, une grande partie de ce que l'on sait, on le sait notamment grâce à la pierre de Yelling. Donc on sait que Gorm a épousé une dénommée Thyra. Et que ensemble ils ont eu au moins un fils, Harald. Et pour le reste, on a des informations qui apparaissent ça et là, notamment dans les sagas, mais qui sont vraiment à la frontière, et même plus qu'à la frontière, avec la légende, et même la naissance de Harald est teintée de légende. On a beaucoup de mal à démêler, comme on disait tout à l'heure, le vrai du faux, l'histoire de la légende. Et ça, j'essaye de le montrer un peu dans le premier chapitre, qui balaye assez large et qui montre justement la difficulté à resituer un petit peu la famille de Harald, et même plus généralement le Danemark au moment où Harald arrive au pouvoir. C'est ce que j'explique. En fait, je dis qu'avec Harald, le royaume des Danois sort de l'ombre et entre aussi dans la lumière parce qu'on commence à avoir un petit peu plus d'informations. C'est à ce moment-là que les choses se précisent un petit peu. Elles se précisent un petit peu aussi parce que les auteurs occidentaux commencent vraiment à s'intéresser à l'histoire du royaume des Danois à partir de Harald, pour la simple et bonne raison que Harald interfère assez nettement avec l'histoire du monde occidental. Mais on doit parler de la dynastie des Yelling comme on parle de la dynastie des Capétiens ? Alors en fait, c'est la dynastie de Yelling. C'est une dynastie qui est nommée non pas par rapport à un de ses représentants,
Donc les Capétiens, c'est par rapport à Hugues les Carolingiens, c'est par rapport à Carolus Magnus, donc par rapport à Charlemagne, les Mérovingiens, c'est par rapport à Mérové. Dans le cas de la dynastie de Yéling, ça n'est pas par rapport à un personnage qui s'appellerait Yéling, c'est par rapport au site emblématique qui se trouve donc au cœur du Jutland, hein, donc sur la péninsule du Jutland. Donc ce site, c'est le site qui s'appelle justement Yéling et qui a gardé l'empreinte, mais aujourd'hui encore on peut y aller, hein, je vous encourage à aller voir Yéling si vous ne connaissez pas, qui a gardé l'empreinte très durable du passage de Harald, du passage de Gorm aussi probablement, mais bon, vous savez, c'est un peu comme Versailles, hein, il y avait quelque chose avant sous Louis XIII, mais c'est surtout Louis XIV qui a créé Versailles. Eh bien, c'est Harald qui a considérablement agrandi, développé ce fameux site de Yéling qu'on va peut-être avoir l'occasion de présenter un petit peu plus en détail. Quelle est la réalité du royaume de Danemark au 19e, pardon? Est-ce qu'on peut parler de royaume? Alors effectivement, au IXe siècle, le royaume des... Alors on ne parle pas de royaume de Danemark, en fait on parle du royaume des Danois plutôt. C'est un royaume qui est beaucoup moins nettement constitué que par exemple le royaume des Francs à la même époque, hein, si on veut faire une comparaison, ou même la Germanie, puisqu'on est un petit peu plus tardif. C'est un royaume dont on va avoir beaucoup de mal à tracer les frontières, hein. Si on prend un fond de carte et un crayon, ça va être assez difficile de délimiter très clairement ce sur quoi Harald règne de façon certaine. On a quelques informations sur, une fois encore, cette pierre de Yéling, mais Harald dit qu'il a conquis la Norvège, ce qui paraît très excessif. Enfin, très excessif si on entend la Norvège au sens actuel du terme, hein, c'est-à-dire qui remonte quasiment jusqu'au cercle polaire arctique. Harald n'est pas remonté jusque-là, ça c'est une certitude. Donc il règne sur une partie du Danemark actuel, donc il règne sur cette fameuse péninsule du Jutland où se situe Yéling, probablement sur certaines îles, puisque le Danemark, hein, aujourd'hui encore, c'est un pays un peu particulier, c'est un pays qui est constitué d'une péninsule principale qui est rattachée au continent, le Jutland, mais c'est aussi constitué d'un archipel, hein. D'ailleurs Copenhague n'est pas sur la péninsule du Jutland, hein. Copenhague est sur l'une des principales îles, donc là aussi il y a tout cet univers insulaire. Et puis au-delà, Harald règne sur effectivement une partie de la Norvège, la partie plutôt sud, hein, et même étend son influence sur la partie sud de la Suède actuelle. Alors, là aussi, problème de source, il est très difficile d'avoir un portrait psychologique réaliste de notre Harald. Oui, d'ailleurs, c'est mon accroche, hein. J'ouvre dessus en essayant de faire un petit florilège des différentes qualifications qui ont pu lui être attribuées pour montrer qu'on a un personnage, qui est composite de par les sources, hein. Donc c'est un personnage qui en fait, selon la période, selon le type de source, va être présenté sous des jours un petit peu différents. Les auteurs plutôt occidentaux chrétiens mettent bien entendu l'accent sur l'importance de la christianisation, du baptême, essayent de situer ça dans vraiment un processus, j'ai envie de dire presque prévu de toute éternité, hein. Il y a une sorte d'approche très téléologique dans ces récits-là, et où finalement Harald, même dans sa jeunesse, finalement c'était pas un si mauvais païen, c'était pas un si mauvais viking que ça, puisque il est quand même prédestiné à être converti, et même plus que ça, à convertir le royaume des Danois. Et inversement, ça peut être surprenant, on a une présentation, une vision de Harald qui est pas forcément toujours à son avantage dans les fameuses sagas. Qui sont donc des textes issus du monde scandinave. On pourrait attendre justement la mise en avant du puissant guerrier. Il y a ça, mais il y a aussi notamment tout le récit de la fin de Harald qui est pas du tout à son avantage. Et donc c'est un portrait ambigu qui se dégage, qui se détache, et c'est très difficile pour l'historien d'arriver justement à recoller les morceaux du puzzle et à essayer de combiner tout ça. Je pense qu'il y a eu plusieurs Harald. Il y a eu plusieurs Harald au cours de la vie de Harald, hein, le jeune homme, mais ça c'est vrai de tout individu, hein, le jeune homme ou le vieux Harald, eh bien, ne sont pas les mêmes, ils ont évolué. Et puis il y a aussi plusieurs Harald en fonction des sources, en fonction des auteurs, en fonction des périodes. Alors venons-en à l'expansion du christianisme et à sa conversion. À quand remonte exactement l'évangélisation de la Scandinavie ?
Ah, donc c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est long en fait. C'est un processus qui est très long. Quand Harald décide de franchir le pas, c'est pas une nouveauté, c'est pas une découverte. Et en fait, c'est l'aboutissement d'un travail qui a été amorcé au IXe siècle par un certain nombre de missionnaires. C'est vrai que pour faire court, on a souvent tendance à dire que Harald est le premier roi danois ou le premier roi scandinave chrétien. C'est pas complètement vrai. On oublie un autre Harald qui s'appelait lui Harald Klak et qui a vécu dans la première moitié du IXe siècle, fin du 8e, début du 9e siècle, qui est un roi danois et qui est un roi qui s'est converti en 826 et qui a été baptisé sous la protection, sous la tutelle du roi de l'empereur carolingien du moment, qui n'est plus Charlemagne, qui est le fils de Charlemagne, qui est Louis le Pieux. Et justement, Louis le Pieux, donc en 826, avait cette idée en tête déjà en convertissant un roi des Danois, de diffuser le message et donc espérer pouvoir convertir les Danois par ce biais-là. Ça n'a pas fonctionné pour la simple et bonne raison que Harald Klak est un prétendant parmi d'autres au pouvoir royal chez les Danois à cette époque-là. Et quand il rentre chez lui, très rapidement, il disparaît d'ailleurs de la circulation. On ne sait pas très bien comment. Et la tentative avorte. Mais il y a déjà eu, des premières tentatives. Et par ailleurs, la Scandinavie échange, pas seulement le Danemark, la Norvège, la Suède aussi, échange avec le monde occidental, par le biais des missionnaires, par le biais des marchands aussi, et des symboles forts comme le symbole de la croix ne sont pas inconnus des Scandinaves. Et donc quand Harald prend cette décision, il y a déjà tout un terrain qui a été préparé par les générations précédentes, par les missionnaires. Un missionnaire comme Ancher s'est déjà rendu au Danemark, en Suède, à plusieurs reprises, dans les années 830, 840. Donc on est plus d'un siècle avant Harald, et a contribué lui aussi à commencer à diffuser, à faire passer ce message. On a des marchands chrétiens qui s'installent aussi dans les grands ports scandinaves. Et donc finalement, on est plutôt sur l'aboutissement d'un processus que sur quelque chose de subit, de brutal, et un virage. On n'est pas du tout à un virage à 180 degrés. Et le processus est amorcé longtemps avant Harald, et il se poursuit après Harald. Du jour au lendemain, tous les Danois ne sont pas convertis. Est-ce qu'il y a des grandes figures à l'époque, des grandes figures que l'Église a amené à être saints ou des saintes qui ont marqué leur époque et qui précèdent l'avènement d'Harald? Des saints pour le monde scandinave? Oui. Non. Il n'y a pas de saints pour le monde scandinave. Les premiers saints pour le monde scandinave apparaissent plus tard. Il y a probablement eu une tentative, justement, j'essaie de montrer ça dans le dernier chapitre, de la part de Adam de Brême, de faire émerger un premier saint danois, un premier saint scandinave qui aurait pu être Harald. Ça n'a pas abouti. Harald n'est pas un saint. Il faut attendre un petit peu plus tard, avec notamment Olaf en Norvège, pour voir émerger des figures de saints en Scandinavie, mais les missionnaires n'avaient pas besoin des saints en fait pour faire passer le message en Scandinavie. Ils avaient le Christ, ils avaient la figure divine qui dans un premier temps a été intégrée aux côtés des autres divinités scandinaves, que ce soit les traditionnels Thor, Odin et autres. Donc on les a ajoutés à la longue liste. On n'avait pas besoin de recourir en plus aux saints pour faire passer le message. Alors comment Harald se convertit lui-même au christianisme? On évoquait tout à l'heure Clovis à Saint-Remy. Est-ce que Harald a son Saint-Remy? Alors Harald a son popo ou son popa ou son popon selon la traduction depuis le latin. Enfin, c'est du moins ce que nous raconte une de nos sources, qui est Widukind de Corvée. Et donc il nous relate la présence d'un missionnaire et la présence d'un miracle aussi. Harald aurait été converti à la suite d'une mise en scène. Donc ce missionnaire Popon
aurait porté un fer chauffé à blanc entre ses mains pour montrer la toute-puissance du Dieu des chrétiens. Et devant ce miracle, Harald et l'assistance auraient été convertis et auraient décidé de franchir le pas. C'est un peu la bataille de Tolbiac de Clovis, hein, finalement. C'est le moment de bascule qui est très largement reconstruit en fait par les auteurs, hein, parce qu'on a besoin de présenter aussi cette adhésion de façon miraculeuse, de façon brutale, de façon subite, ce qui justement, c'est ce que j'expliquais juste avant, n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui a été mûri, qui a été réfléchi. Et Harald, comme Clovis, ne s'est pas levé un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais me convertir ». Ça fait des mois, des années probablement qu'il réfléchit à la question, qu'il pèse le pour, le contre, les tenants religieux, les aboutissants politiques. Enfin, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. On ne fait pas basculer comme ça son royaume dans le christianisme sans y avoir réfléchi à 2, même 3 ou 4 fois. Et vous le dites, hein, vous parlez de Constantin, vous parlez de Clovis, bien évidemment. Il est très difficile de savoir si ce sont des motivations politiques, religieuses ou les deux à la fois. Probablement les deux à la fois. C'est aussi notre vision très contemporaine des faits de vouloir absolument séparer politique et religion. Il faut quand même, il faut se souvenir qu'au Moyen-Âge, politique et religion fonctionnent étroitement main dans la main. L'empereur d'Occident, Charlemagne, et puis ses successeurs sont des chefs politiques, mais ce sont aussi des chefs religieux, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes avec la figure du pape pour les premiers siècles du Moyen-Âge. Donc, on a notre vision qui a tendance à séparer les deux aspects. C'est notre vision aussi très laïque en France. La politique et la religion, ça fonctionne de toute façon étroitement main dans la main, pour la simple et bonne raison que la politique permet aussi de soutenir la religion et la diffusion de la religion, et inversement, la religion permet de légitimer et de conforter la politique. Alors il n'est pas le seul en Europe à faire ce choix, et Mieszko en Pologne, ou bien Géza, je ne sais pas si je prononce correctement, en Hongrie. Oui, alors effectivement, c'est aussi ce qui est intéressant quand on enlève un peu les œillères et qu'on élargit le spectre, qu'on ne se focalise pas juste sur la situation du Danemark. On se rend compte que Harald s'inscrit dans un processus beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, et qui est à relier aussi à ce qui se passe du côté de la Germanie, qui est aux mains, là pour le coup, d'une autre dynastie qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure, hein, qui est la dynastie des Ottoniens, avec un personnage important, un personnage fort pour le monde occidental, qui est l'empereur Othon Ier. Et donc Othon est celui qui ressuscite le titre impérial en Occident à partir de 862. Donc on est vraiment dans cette fourchette chronologique, hein. Le baptême de Harald, on le date aussi des années 860. Et une des grandes ambitions d'Othon, c'est justement de poursuivre l'extension du christianisme là où le christianisme n'a pas encore voix au chapitre. Ça concerne les territoires orientaux, du côté des territoires slaves, et ça concerne les territoires scandinaves. Et donc cette conversion d'Harald pourrait être la conséquence d'une volonté en quelque sorte d'écarter l'influence d'Othon sur la partie nord de l'Europe? Oui, c'est très vraisemblablement une des pistes que j'explore et qui me paraît assez crédible. Ce qui s'est passé très vraisemblablement, c'est que Harald réfléchit à la question depuis un petit moment. Il n'a pas eu sa bataille de Tolbiac, il n'a peut-être pas eu son miracle avec Popon non plus. En revanche, ce qu'il a, c'est un empereur germanique de plus en plus pressant à la frontière. Et ça, c'est une réalité. On sait qu'il y a des tensions régulièrement entre les deux ensembles politiques qui sont limitrophes. Le royaume des Danois descend jusque à la frontière nord du royaume de Germanie. Et c'est vrai qu'un des rêves de Othon, c'était probablement de réussir là où un de ses modèles, Charlemagne, avait échoué, à savoir franchir ce Dannevirk, hein, qui est cette ligne fortifiée qui protège le sud du royaume des Danois, le franchir et aller étendre son influence impériale au-delà du côté de la péninsule du Danemark, puis peut-être au-delà ensuite. Mais bon, commençons d'abord par la partie qui est rattachée au continent. Charlemagne s'y était cassé les dents. Et Othon s'y casse aussi les dents, parce que l'argument qu'il met en avant, c'est l'argument religieux.
en disant ce sont des barbares, ce sont des païens, nous allons leur apporter la bonne parole chrétienne, on va aller les convertir. Et sous couvert d'évangélisation, Charlemagne avait déjà fait la même chose en Saxe, sous couvert d'évangélisation, je vais aussi pouvoir conforter mon influence plus au nord. Harald voit la menace venir, la sent, et il décide en fait de couper l'herbe sous le pied d'Othon. Il décide de se convertir, et l'argument religieux tombe. Othon n'a plus de façon de justifier sa progression vers le nord. Par ailleurs, Othon a quelques difficultés aussi sur ses frontières orientales et décide à ce moment-là de se concentrer davantage sur les frontières orientales et de laisser un petit peu tranquille finalement les Danois qui sont en train de devenir des frères chrétiens. Est-ce qu'il y avait en conséquence une sorte de, je vais pas dire de sentiment européen, mais il intègre en quelque sorte les royautés chrétiennes occidentales, ou en tous les cas il élargit la vision de l'Occident, mais vous montrez bien dans votre livre que cette conversion récente fait de lui, malgré tout, non pas un roi chrétien de seconde zone, mais voilà, il est un peu à l'écart. Oui, on le voit chez les auteurs chrétiens, on sent que c'est pas encore un chrétien comme les autres. Et il y a finalement plusieurs niveaux dans le degré de christianisme ou le degré de barbarie. Effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à opposer le barbare et le chrétien. Le barbare des premiers siècles du Moyen-Âge, c'est celui qui ne partage pas la même religion, qui n'est pas chrétien. Donc les Vikings sont des barbares. Et à partir du moment où les Vikings, les anciens Scandinaves se convertissent, ils devraient basculer dans l'autre catégorie qui sont les chrétiens. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a plusieurs sous-catégories, en quelque sorte, et on sent qu'il y a les vrais bons chrétiens, les anciens, depuis Clovis, justement, ça fait 5 siècles, c'est bien établi. Et puis ceux qui sont chrétiens, mais depuis moins longtemps, et donc, c'est un cran en dessous, finalement, encore. Il y a une sorte de hiérarchie, hein, et un Harald, c'est quand même pas encore un Othon. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous montrez bien que sur le plan religieux, on ne passe pas en quelque sorte de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire qu'il y a une forme de syncrétisme. L'ancien monde et le nouveau monde restent étroitement liés. Il n'y a pas d'affrontement. Oui, et c'est probablement aussi pour cette raison que ce processus de christianisation s'est relativement bien passé. Ça tient au fait que le terrain avait été préparé, comme je le disais tout à l'heure, et ça tient aussi au fait que une religion n'a pas banni en fait du jour au lendemain les croyances précédentes. C'est ce que je disais rapidement tout à l'heure. C'est aussi l'avantage des croyances polythéistes. C'est que c'est très polyforme, protéiforme, et finalement on peut toujours intégrer de nouvelles divinités, et c'est ce qui se passe dans un premier temps. On commence à se familiariser avec le Christ, avec le Dieu des chrétiens, en l'intégrant aux côtés des autres, ce qui est une horreur, ce qui est une hérésie d'un point de vue du christianisme, hein. Le monothéisme, normalement, c'est une seule divinité, mais c'est ce qui permet de commencer à familiariser aussi les Scandinaves à ce passage. Et inversement, après la conversion de Harald, eh bien, toute la tradition ancestrale ne disparaît pas. Et ça, on le voit très bien dans le site de Jelling, justement, hein, où on voit ce mélange s'opérer et où on a finalement la juxtaposition et la cohabitation eh bien, d'une église, de tertres païens, d'une pierre runique, qui est une façon traditionnelle des Scandinaves de commémorer les défunts, les exploits passés. Donc on a une pierre unique qui est gravée en runes, qui représente un bestiaire en grande partie tiré de la tradition scandinave. Et en même temps, on y a aussi dessus représenté la première représentation du Christ. J'allais dire la première crucifixion, mais non, en fait, non, il n'est pas crucifié puisqu'il n'y a pas de croix, hein, mais il a les bras en forme de croix. Et donc, on a tout ça qui se mélange sur ce site, ce qui le rend aussi si intéressant et si fascinant, avec des formes aussi de réappropriation, hein. On n'est pas encore tout à fait sûr, mais il n'est pas impossible que ce qu'on considérait comme la première église sous les fondations de l'église actuelle n'ait pas été dans un premier temps une église, mais une grande halle scandinave qui aurait été ensuite réutilisée, réaménagée en église. Alors justement, hein, puisque vous anticipez mes questions complexes de Jelling, comment se présente-t-il? Il y a cette grande pierre à plusieurs faces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour?
Alors c'est un complexe qui est fascinant et on peut le voir encore aujourd'hui. Donc il y a effectivement cette grande pierre qui est un bloc monumental à 3 faces. C'est grand. Elle est très grande. Elle fait 4 mètres de haut de mémoire, quelque chose comme ça, et elle pèse quand même dans ses 200 tonnes, il me semble. Donc c'est quand même quelque chose de massif. C'est vraiment le monument emblématique de Yeling, mais qui vient s'insérer. Vous l'avez dit, dans un complexe, c'est effectivement le terme que j'emploie, puisque il y a au centre de ce complexe cette fameuse église qui est en quelque sorte coincée entre 2 tertres qu'on voit encore aujourd'hui, donc 2 espèces de collines de part et d'autre de l'église. L'ensemble des 2 tertres et donc de l'église centrale est entouré par un dessin fait par des blocs de pierre qui dessinent au sol une forme de bateau. Donc on parle d'un dessin naviforme, donc une forme de bateau allongé qui vient enserrer l'ensemble. Ce qui est classique. Ce qui est assez classique, mais pas dans ces dimensions-là. Les dimensions ici sont colossales. C'est vrai que des dessins de bateaux, on en a avec des pierres, on en a autour de tombes, par exemple, un petit peu partout en Scandinavie, mais de cette taille-là, non, c'est beaucoup plus exceptionnel. Et plus récemment, dans les années 2000, on a découvert aussi le dernier élément du complexe, qui est une palissade qui protège, en fait, qui enserre l'ensemble, ce qui donne vraiment un site hors du commun pour cette période, pour le monde scandinave et même bien au-delà. Quel est le rôle de ce monument ? Alors c'est toute la difficulté. Toute la difficulté aussi était de savoir dans quelle mesure Harald y résidait vraiment, où y passait. C'est un site de toute évidence de mise en scène. La pierre de Yeling, c'est quelque chose qui est très réfléchi. C'est ce que les Danois appellent le certificat de baptême du Danemark, mais c'est plus que ça. C'est finalement la vision officielle de cette histoire qui est voulue et qui est validée par Harald. Donc c'est un site de mise en scène de la christianisation aussi. À partir du moment où on bâtit une église, on ancre durablement dans le sol et dans le paysage la nouvelle religion. Et en même temps, ces 2 tertres monumentaux qui marquent durablement, qui sont aussi des monuments funéraires. Il y a eu du moins le tertre nord, il y a eu quelqu'un d'enterré. Alors c'est toute une histoire mystérieuse et le mystère n'est pas encore complètement levé, mais c'est aussi un site qui a pu servir dans une certaine mesure de nécropole royale. C'était peut-être l'ambition de Harald, alors ça tourne court, puisque je pense qu'on en reparlera, mais la fin du règne de Harald tourne court, et il n'est pas certain que Harald soit enterré à Yeling, c'est même assez peu probable. Donc la nécropole royale a un petit peu avorté. La nécropole royale, c'est Roskilde par la suite qui prend le relais. Donc il y a eu une tentative de monumentaliser un site pour en faire un point central, un point d'affichage, un point effectivement central aussi, je le montre dans le Danemark, mais ça n'est pas allé au-delà finalement du règne de Harald, mais comme la plupart de ses réalisations. Donc cela a une fonction politique, mais elle ne va pas durer dans le temps. Non. Yeling, comme le reste, ne dure pas, pour la simple et bonne raison que celui qui prend la relève après Harald, Sven, ne tient pas à s'inscrire trop clairement dans les pas de son père, et donc une façon de se démarquer, là aussi c'est très classique comme processus, une façon de se démarquer du pouvoir précédent. On voit souvent ça pour les changements de dynastie, c'est de changer de ce qu'on pourrait appeler capitale, ou de site politique. On va s'installer ailleurs, et donc Sven ne poursuit pas l'œuvre sur le site de Yeling. Mais alors, en quoi Harald devient ce personnage qui constitue un tournant? Vous parliez tout à l'heure d'Harald de Klak, qui s'était converti, mais voilà, les choses n'ont pas prises. Là, tout a été différent avec lui. Qu'est-ce qui rend ce roi différent sur le plan à la fois politique, économique et social? Alors, ce qui le rend différent et ce qui explique que pourquoi Harald à la dent bleue a réussi, là où finalement Harald de Klak a échoué, c'est probablement que le contexte est quand même différent. Donc on est un siècle et demi quasiment plus tard. Il y a donc toute la configuration qu'on évoquait avec cet empire ce royaume de Germanie, avec les Ottoniens qui pressent quand même aussi, qui poussent à franchir le pas. Ça fait quasiment 2 siècles que le message chrétien commence à infuser lentement, mais
né sûrement dans les terres scandinaves. Et donc le fruit était mûr finalement lorsque Harald décide de franchir le pas. Et ce qui explique aussi ce succès, c'est que, et là aussi les deux aspects sont étroitement liés, Harald s'appuie sur cette religion pour conforter son autorité et son pouvoir. Et à partir du moment où l'autorité royale est confortée, et consolidée et renforcée, eh bien, il n'y a plus personne pour contester la décision en matière de religion. Mais c'est la religion qui vient conforter aussi le pouvoir royal. Donc les deux marchent main dans la main. Est-ce un roi conquérant ? Alors, est-ce un roi conquérant ? D'un point de vue militaire, de toute évidence, oui, puisqu'il a pas hésité à franchir les détroits et à se rendre du côté de la Norvège pour y étendre son influence, du côté de la Suède aussi, et également du côté des territoires slaves. Il y a notamment toute la question de cette forteresse de Jomsborg, qui est donc sur les rives sud de la Baltique, et où Harald aurait eu une garnison, aurait eu un ensemble de soldats. Et donc ça montre aussi le rayonnement justement de ce souverain, à la fois vers le nord, à la fois vers le sud. Mais les velléités d'expansion, là aussi, ont tourné court. On n'a pas parlé en fait des forteresses circulaires. C'est absolument fascinant là aussi, parce que c'est unique au monde. Oui, on a un réseau assez exceptionnel. C'est un roi bâtisseur. Oui, c'est un grand roi bâtisseur. Effectivement, on a parlé de Jelling, mais il y a aussi les forteresses circulaires qui pendant longtemps étaient au nombre de 4. Et puis c'est un peu comme les mousquetaires. Ça, finalement, il y en a plus que les 4 classiques. Récemment, il y en a d'autres qui ont été découvertes. Les anciennes ont été refouillées et on s'est rendu compte. Enfin, on a réinterprété aussi les anciennes interprétations de ces forteresses, parce que c'est vrai qu'elles soulèvent bien des questions. Elles ont une forme géométrique, elles ont été pensées, elles sont proportionnelles, les mesures sont réfléchies, les portes sont perpendiculaires, orientées d'une certaine façon, les bâtiments à l'intérieur sont vraiment disposés aussi de façon géométrique et réfléchie. Enfin, ça n'a pas été fait au hasard, et surtout elles sont toutes construites sur le même schéma. Donc il y a eu une volonté forte. Dans les années probablement 980, puisqu'on a pu les dater en partie par dendrochronologie, notamment grâce au bois. Et donc ces forteresses ont longtemps interpellé. Alors il y a eu toutes sortes d'interprétations, et finalement on se recentre sur la dernière partie du règne de Harald, et on se recentre aussi sur pas tellement la menace venue du sud que j'évoquais tout à l'heure, parce que ça c'est un peu la surprise, c'est que finalement on fouille, on découvre de nouvelles forteresses, mais on se rend compte qu'au sud, il n'y en a pas, ni tournées vers les territoires germaniques, ni tournées vers les territoires slaves. Elles sont toutes davantage tournées vers la Norvège ou la Suède actuelle, ce qui laisse à penser que la menace venait plutôt de là. Et c'est effectivement des collègues danois qui travaillent sur ces questions, qui ont beaucoup retravaillé notamment sur la forteresse d'Agersborg, sur une des dernières qui a été découverte, qui est Borgring, et une des interprétations qu'ils ont avancées et que je reprends parce que je la trouve très convaincante, c'est que ce sont des forteresses anti-vikings, c'est-à-dire pour essayer de contenir aussi la menace qui pourrait arriver de la mer. Elles sont toutes en situation littorale. Les Ottoniens n'arrivaient pas de la mer, ils arrivaient par la terre. Alors on sent bien tout au long de votre ouvrage l'imprégnation, le particularisme, l'identité danoise. Est-ce qu'on peut malgré tout, je posais cette question en introduction, est-ce qu'on peut parler d'une occidentalisation du pouvoir ? Alors c'est un terme que j'emploie moi dans le livre, parce que de toute évidence, le modèle qui sert et qui est repris pour façonner ce pouvoir royal chez les Danois, c'est le modèle occidental. Une fois encore, on est vraiment de l'autre côté de la frontière, et donc les liens sont très étroits entre les deux ensembles, et Harald rêve très vraisemblablement de façonner son pouvoir à l'image d'un pouvoir ottonien, donc un pouvoir fort, un pouvoir incontesté, un pouvoir unique aussi, puisque c'est la particularité. C'est pas uniquement vrai pour les Danois, c'est la particularité du monde scandinave jusqu'à Harald, du moins chez les Danois, c'est un peu plus tardif chez les Norvégiens et chez les Suédois, c'est que le pouvoir politique est très éclaté en fait. Quand Harald hérite du pouvoir, il hérite d'un royaume qui est encore morcelé. Alors
Gorm, son père, a déjà amorcé le processus, mais les générations précédentes, et d'ailleurs c'était la difficulté à laquelle s'était retrouvé confronté Harald de Clack, que j'évoquais tout à l'heure, les générations précédentes connaissaient plusieurs souverains ou plusieurs prétendants au pouvoir ou plusieurs chefs locaux qui étaient parfois plus puissants qu'un roi. D'ailleurs, le titre même de roi, on pourrait épiloguer dessus assez longuement. On commence vraiment à parler de roi quand les sources latines occidentales mentionnent des rex, mais c'est un terme qui est utilisé par les auteurs occidentaux. Donc c'est le modèle effectivement qui sert au plan politique, et puis ce pouvoir qui s'appuie fortement sur une religion, qui se légitime sur une religion, là aussi c'est clairement le modèle occidental qui est repris. Donc il y a un modèle fort dans le domaine politique, mais pas seulement en fait, dans les domaines aussi culturels, économiques. Il y a une très forte influence du monde occidental sur le royaume des Danois, et c'est pour ça que je pense qu'on peut employer le terme d'occidentalisation. Alors je le nuance moi en disant occidentalisation à la danoise ou une occidentalisation scandinave, dans le sens où on ne bascule pas totalement dans le monde occidental, on garde des particularismes scandinaves, danois, et finalement c'est ce qui donne ce modèle original. On est allé chercher une source d'influence dans le monde occidental, et puis finalement on la façonne, on l'adapte au monde danois. Et pourtant, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous en faisiez l'allusion, c'est un roi déchu, c'est un roi en exil, et tout cela à cause de son fils. Oui, c'est une triste fin, alors que effectivement, on ne connaît pas souvent, on connaît mal Harald à la dent bleue, mais alors sa fin, c'est encore une toute autre histoire qu'on connaît encore moins bien. Ce qui est sûr, c'est que ça a très mal fini pour Harald, et c'est probablement aussi ce qui explique que la plupart de ces grandes réalisations sont abandonnées un peu du jour au lendemain. Ce qui paraît surprenant, on parlait des forteresses tout à l'heure, elles sont utilisées visiblement une décennie, et puis après on n'a pas de traces de réparation, de réutilisation. C'est surprenant d'avoir investi autant d'énergie, de ressources pour finalement tout abandonner. C'est pas que tout a été abandonné, c'est que le roi change en cours de route. Donc effectivement, Harald est contraint à l'exil par son propre fils, qui a probablement eu un petit peu de renfort, il n'a pas été tout seul, mais il est contraint à l'exil. Et alors là, à nouveau, un peu comme dans la jeunesse de Harald, la jeunesse de Harald est très floue, et la fin de Harald est à nouveau très floue. Il part en exil chez les Slaves, nous disent les sources, ce qui est un petit peu vague, et après on perd un peu le fil. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il meurt. En fait, on n'a aucune date précise de toute façon, on ne sait pas quand Harald est né, on n'est pas tout à fait sûr de la date à laquelle il monte sur le trône, et on n'est pas tout à fait sûr de la date à laquelle il meurt. On a une fourchette, en gros, entre 985 et 987. On ne sait pas exactement où il meurt, et on ne sait pas non plus où est-ce qu'il a été enterré. Et ça, c'est un vaste débat, notamment chez les Danois, mais aussi chez les Slaves, qui se disputent un petit peu la mémoire et la dépouille de Harald. Mais bon, tant qu'on l'a pas retrouvé, la dépouille de Harald, on va pouvoir continuer à se la disputer longtemps. C'est-à-dire qu'Harald est au monde scandinave, ce que Charlemagne est un peu à l'est de la France et à l'ouest de la France. Oui, effectivement, il y a un petit peu de cela, avec encore plus d'incertitude finalement, parce qu'on sait quand même quand est-ce que Charlemagne meurt. On a la date exacte, on sait dans quelles circonstances et où. Donc c'est une mémoire qui est moins facile à disputer ou à contester. C'est vrai avec Harald tout est possible. Si on suit la version de la cathédrale de Roskilde, il est enterré à Roskilde. Sauf que quand on a ouvert le pilier où il était censé se trouver, on n'a rien trouvé. Je suis pas persuadée qu'il soit à Roskilde. Donc effectivement, les Slaves aimeraient bien qu'il soit enterré en territoire slave. Les Danois mettent en avant le fait qu'il est probablement enterré à Roskilde, parce que Adam de Brême nous dit qu'il est revenu à Roskilde, mais Adam de Brême nous raconte ça plus d'un siècle plus tard. Et c'est ça aussi qui est très surprenant. Un siècle plus tard, c'est énorme, et en même temps, c'est pas non plus, ça représente 3 générations, c'est pas non plus colossal. Et l'aspect très surprenant de la fin de l'histoire, c'est que la mémoire de Harald s'est perdue. Et notamment, la fin du règne de Harald, la mémoire s'est perdue. C'est quand même fou sur un roi aussi important de ne pas savoir. Alors, à la rigueur, quand est-ce qu'il est mort exactement, mais où est-ce qu'il est mort et où est-ce qu'il est enterré ?
Et c'est probablement en grande partie la responsabilité justement de Sven, son fils, je le disais, qui est donc un des artisans de la révolte contre son propre père, ce qui vous donne un petit peu l'ambiance familiale. Là aussi, les sources sont un peu divergentes sur les désaccords entre père et fils, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne s'entendaient pas, à tel point que Sven pousse son père à l'exil. Et Sven ne veut pas marcher dans les pas de son père. Sven veut qu'on oublie en fait son père. Et il a probablement en grande partie contribué à cet effacement de la mémoire de Harald, qui ressurgit finalement plusieurs générations plus tard, quand les auteurs chrétiens s'en réemparent, le reconstruisent, se le réapproprient en fonction aussi des besoins du moment. Adam de Brême a besoin de remettre en avant son archevêché. Enfin, il y a tout un ensemble de facteurs qui viennent jouer et qui viennent se complexifier finalement cette figure ou la stratifier. On a un millefeuille mémoriel qui se construit et l'historien se retrouve plusieurs siècles plus tard à essayer de démêler les différentes strates et les différentes couches sans toujours bien y parvenir. Eh bien, vous le faites en tous les cas merveilleusement bien, Lucie Malbos. Merci beaucoup d'être venue au micro de Storia Voce. Harald à la dent bleue, viking, roi et chrétien, un ouvrage paru chez notre partenaire Passé Composé. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.